l'analyse en correspondance est aux variables qualitatives, ce que l'analyse en composante principale est aux variables quantitatives. Et si donc vous êtes déjà familier avec la méthode d'analyse dite en composante principale, eh bien vous verrez à peu près la même démarche analytique ici, seulement elle sera appliquée aux variables qualitatives. Dans le fichier que voici, nous avons mesuré deux variables sur des patients tous testés positifs pour le Covid-19. Certains patients ont reçu le vaccin Pfizer, certains encore le Remdesivir et les autres l'ivermectin, n'est-ce pas? Et au bout d'une période de 15 jours, on a mesuré l'état de santé sur une échelle de 1 à 5. Et comme on le voit, ces variables sont qualitatives, cette petite base de données se prête donc à l'analyse en correspondance. Et puisqu'il n'y a que deux variables, il s'agira d'une analyse en correspondance simple. Et s'il y a plus de deux variables, on parle d'analyse en correspondance multiple. Certains d'entre vous seraient surpris d'entendre qu'on essaie de mener une analyse un peu compliquée sur une base de données aussi simple, alors même que la méthode d'analyse classique pour ce type de données, pour deux variables qualitatives, nominales ou ordinales, eh bien c'est le fameux qui2. Pourquoi ne pas examiner l'association entre ces deux questions au moyen d'un tableau de contingence, calculer l'indicateur du qui2 et voir si cet indice statistique est significatif ou ne l'est pas? Eh bien c'est ce que nous allons commencer par faire et nous allons ensuite montrer les limites d'une telle analyse. Commençons par examiner la structure des relations entre les modalités de la question 1, disons de la variable état de santé, et des modalités de la question 2, ici le traitement. Alors pour cela, on va dans Analyse, Statistiques descriptives, Tableau de contingence. Donc je mets la question 1 en ligne, la question 2 en colonne. Dans Statistiques, je vais demander le qui2. Je fais Continue. Dans Cellules, nous avons les valeurs observées. Continue. Et je clique sur OK. Vous avez le tableau de contingence qui montre les fréquences observées. Et par exemple, 42 patients testés positifs pour le Covid-19 qui ont reçu le vaccin Pfizer quelques jours après ont déclaré se sentir très mal. 19 patients ayant reçu le Remdesivir ont dit se sentir passablement bien. Parmi les personnes qui ont déclaré se sentir en excellente forme, aucune n'a reçu le vaccin Pfizer ni le Remdesivir. Et on sent bien qu'il y a une relation entre les modalités de la question 1, donc de l'état de santé du patient, et le type de traitement qu'il a reçu. Et ce sont ces interrelations que nous nous proposons de comprendre. La mesure d'association entre les deux variables, entre le traitement et l'état de santé du malade, le qui2 vaut ici 151,608, avec 8 degrés de liberté, puisqu'il y a 5 modalités pour la question 1 et 3 modalités pour la question 2, un degré de significativité pratiquement nul, et donc inférieur au seuil alpha égal à 0,05, et ce qui permet d'affirmer que l'association apparente entre ces deux variables est statistiquement significative. Au seuil de 5%, on peut dire que l'état de santé du patient dépend du type de traitement qu'il a reçu. Or, c'est tout ce qu'on peut dire à ce niveau, qu'il existe une relation significative entre ces deux variables, mais ni le qui2, ni son degré de significativité ne nous permettent de discourir un peu plus sur la nature de la relation qui existe entre Q1 et Q2. Et une autre façon de le dire, c'est de demander se pourrait-il que l'ivermectin, cette modalité ou cette catégorie de la variable Q2, soit bien plus associée aux modalités excellent et bien de la variable Q1. Vous voyez donc qu'on aimerait pouvoir visualiser ces relations, déterminer comment est-ce qu'elles se regroupent, quelles modalités de la variable Q2 sont associées à chacune des modalités ou des catégories de la variable Q1. Et entre autres, l'analyse en correspondance va nous permettre d'apporter des réponses à ces questions. Alors, je dis entre autres, puisqu'on le verra, si comme je l'ai annoncé au début, l'analyse en correspondance est la version, si je puis dire, qualitative de l'analyse en composante principale, eh bien on devrait aussi pouvoir extraire de ce tableau de contingence des dimensions cachées, des variables synthétiques, qui, si l'on peut dire, capturent de façon économique les relations que nous semblons observer ici. Eh bien, montrons comment effectuer une telle analyse sous SPSS. Avant de le faire, une remarque. Nous avons pensé l'analyse en composante principale comme une décomposition de la variance totale de ce qu'on appelait le nuage. C'était la variance qu'il fallait analyser, qu'il fallait décomposer. Dans l'analyse en correspondance, il ne s'agira pas de variance puisqu'on est en présence de variables qualitatives. Il s'agira plutôt de décomposer le qui2. Donc pour ce faire, on va dans Analyse, Réduction de la dimension et Analyse en correspondance. Nous allons mettre la première variable en ligne et la deuxième en colonne.
SPSS nous demande de définir ce qu'il appelle le range, et c'est simplement d'indiquer les modalités pour chaque question. Alors, si je prends la première question, il y a 5 modalités sur l'échelle de l'état de santé du malade. Il va mal, c'est 1, passable, 2, assez bien 3, bien 4 et excellent 5. Donc, minimum 1, maximum 5. Et je clique sur Update, continue. Et pour la deuxième question, la deuxième variable, nous avons 3 traitements. Donc, minimum 1, maximum 3, Update, continue. Dans Modèle, si vous vous souvenez, dans l'analyse en composantes principales, il fallait choisir le nombre de variables principales, n'est-ce pas, le nombre de dimensions. Alors, par défaut, SPSS dit 2, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre maximum de dimensions qui seront extraites au bout de cette analyse est égal au minimum des nombres de modalités de chaque question moins 1. Et par exemple, ici, la question 1 a 5 modalités. Il faut faire 5 moins 1, ça fait 4. La question 2 a 3 modalités. Il faut faire 3 moins 1, ça fait 2. Le minimum de 4 et 2, c'est 2. Et cela veut dire que 2 dimensions au maximum seront extraites de cette analyse. Je vais donc demander 2 dimensions. Et je pourrais bien sûr choisir une dimension. Mais pour un tel problème avec 5 modalités pour la question 1, 3 modalités pour la question 2, ça fait au total 8 variables nominales, n'est-ce pas? Il faut penser les modalités d'une variable qualitative comme des variables nominales. Et pour être plus précis, ce sont des variables binaires. On va donc garder 2 dimensions. Nous avons aussi besoin d'une mesure de distance. On a le choix entre l'indice du Qui2 ou la distance euclidienne. Nous ferons avec le Qui2. Continue. Dans Statistiques, nous allons demander ce qu'on appelle la table des correspondances et 2 matrices, une matrice dite des points-lignes et une autre matrice dite des points-colonnes. Ces matrices fourniront des informations sur le degré de corrélation entre les modalités des questions et les dimensions extraites. On va aussi demander ce qu'on appelle les profils de lignes et les profils de colonnes et qu'on va bien sûr interpréter. Continue. L'une des forces de l'analyse en correspondance, c'est qu'elle permet, comme dans l'analyse en composantes principales, d'apprécier visuellement, graphiquement, les interrelations entre les modalités des variables d'une part et d'autre part le degré d'association avec les dimensions extraites. Je vais demander le biplot. Ça va être une représentation dans le plan factoriel. On aura en abscisse une composante principale et sur l'axe des ordonnées, une autre dimension. Et les points du plan factoriel seront les modalités des questions Q1 et Q2. Et vous allez voir combien il est facile, avec les yeux, de saisir des relations qui sont très difficiles à apprécier avec des chiffres ou avec un tableau. D'accord? Alors, continue. Et je clique sur OK. Alors, le premier tableau, dit des correspondances, est en fait le tableau de contingence. C'est exactement le tableau que nous avions obtenu ici. Tableau croisé pour lequel on a vu que le Qui2 était de 151,6. N'est-ce pas? Il n'y a donc rien à dire à ce niveau. Le tableau suivant, dit des profils pour les lignes d'abord et ensuite pour les colonnes, a été obtenu comme suit. Pour les profils en ligne, on a simplement divisé chaque ligne par son total marginal. Et donc, par exemple, pour la modalité mâle de la question 1, on a divisé 42 par 48, 4 par 48, 2 par 48. Et pour la modalité passable, on a divisé 6 par 28, 19 par 28, 3 par 28. Pour la modalité excellent, on a divisé 0 par 29, 0 par 29, 29 par 29, etc. Alors, on a obtenu ce tableau qu'on appelle matrice des profils lignes. Et comment interpréter ces chiffres? 0,875, qui est 42 divisé par 48, signifie que 87,5% des patients qui ont reporté se sentir mal quelques jours après le traitement qu'ils ont reçu ont en fait reçu le vaccin Pfizer. 8,3% de ces patients qui disent se sentir mal ont reçu le Remdesivir et seulement 4,2% d'entre eux, ces patients, ou d'entre elles, ces personnes, ont reçu l'ivermectine. Et on voit que 12,5% des patients qui disent se sentir bien ont reçu le vaccin Pfizer et 70,8% de ces personnes ont reçu l'ivermectine. Pour ceux qui disent se sentir assez bien, 72,7% ont reçu le vaccin Pfizer, 18,2% ont reçu le Remdesivir et 9,1% ont reçu l'ivermectine. Vous voyez que ce tableau est très intéressant. Il apporte déjà des informations que nous n'avions pas dans le tableau de contingence initiale, n'est-ce pas? La dernière ligne de ce tableau est ce que SPSS appelle la masse
c'est simplement la proportion des participants, ici des malades, qui ont reçu la modalité Pfizer, la modalité Remdesivir et la modalité Ivermectin. La masse de Pfizer est de 0,444 et c'est-à-dire 44,4% des malades ont reçu le vaccin Pfizer et que 20,5% de ces malades ont reçu le Remdesivir contre 35,1% qui auraient reçu l'ivermectin. Le vaccin Pfizer a la masse la plus importante. Cela veut dire qu'il est le traitement qui a été le plus attribué aux participants de l'étude. Alors, pour la matrice des profils colonnes, c'est-à-dire pour les différents traitements, nous avons 3 colonnes, une colonne pour chaque traitement. Les valeurs du tableau s'interprètent de la même façon, mais par rapport aux colonnes. Et donc, par exemple, prenant la colonne du traitement Pfizer, on apprend que 62,7% de tous les patients qui ont reçu le vaccin Pfizer ont reporté se sentir mal. 62,7%, c'est beaucoup. 9% des personnes qui ont reçu le vaccin Pfizer ont dit se sentir passablement bien, 4,5% ont reporté se sentir bien et 23,9% ont dit assez bien. Aucune personne ayant reçu le vaccin Pfizer a dit se sentir en excellente forme. Pas une seule personne. Alors pour le Remdesivir, on a 12,9% de ceux qui ont reçu ce traitement qui ont reporté qu'ils se sentaient mal, 61,3% d'entre eux ou d'entre elles ont dit passable, 12,9% ont dit bien, 12,9% ont aussi dit assez bien, aucun n'a dit excellent. Quant à l'ivermectin, 3,8% ont dit se sentir mal, 5,7% passable, 32,1% bien, 3,8% assez bien et 54,7% ont dit être en excellente forme. Et vous avez les masses de chaque ligne qui sont les probabilités marginales des modalités de la question 1. Et par exemple, la masse de la modalité passable est de 0,185, ce qui signifie que 18,5% de tous les malades COVID-19 ont reporté que leur état de santé est passable, 15,9% de tous ces patients ont dit se sentir bien, 19,2% ont dit se sentir en excellente forme et 31,8% ont dit se sentir mal. Nous en venons maintenant à ce tableau qui semblera familier à tous ceux qui se souviennent encore de nos paroles sur l'analyse en composantes principales. C'est presque le même tableau. Vous avez dans la première colonne les dimensions. Vous vous souvenez que nous avons imposé 2 dimensions et de toute façon, pour ces données, le nombre maximum de dimensions est de 2. Et on a expliqué pourquoi. On a dit que ce nombre est égal au minimum des nombres de modalités de chaque question moins 1. 5 moins 1 c'est 4, 3 moins 1 c'est 2, le minimum de 4 et 2 c'est 2. Et donc on n'est pas surpris de voir qu'SPSS a extrait 2 dimensions principales. Pour chaque dimension a été calculée une valeur dite singulière. Et si l'on élève au carré les valeurs singulières, on obtient ce qu'on appelle l'inertie de la dimension. Et c'est, si l'on veut, la contribution au qui 2 de la dimension extraite. Il faut se souvenir que cette analyse, l'analyse en correspondance, décompose non pas la variance, mais le qui 2. Et pour être plus précis, il ne s'agit pas tout à fait du qui 2, mais du qui 2 normalisé. Si vous prenez la valeur du qui 2 qui vaut 151,608, je montre que c'est exactement le qui 2 qu'on a trouvé au tout début. Si on divise ce qui 2 par la taille de l'échantillon, qui est 151, donc si on fait 151,608 divisé par 151, eh bien on trouve ce qu'on appelle l'inertie du nuage. C'est ce qui 2 qui est décomposé. Vous voyez que la première dimension extraite capture une certaine portion de ce qui 2 qui vaut 0,682 et ce nombre, je l'ai dit, est le carré de la valeur propre 0,826 ou valeur singulière. Et quant à la deuxième dimension extraite, elle capture une portion d'inertie égale à 0,322. La somme de ces inerties pour les 2 dimensions extraites est égale à l'inertie totale du nuage, à savoir 1,004, qui est le qui 2 total divisé par la taille de l'échantillon. Alors en pourcentage, si on divise 0,682 par 1,004, on trouvera 0,679 ou 67,9%. Et cela veut dire que la première dimension extraite capture à elle seule 67,9% de l'association totale qui existe entre les modalités de la question 1 et celle de la question 2. N'est-ce pas? Toute cette association qui est mesurée par le qui 2 provient en partie de la première dimension extraite à raison de 67,9%, environ 68%, et le reste, la partie non expliquée, les 32,1% d'inertie ou de qui 2 non expliqué, eh bien, est rendu compte par la deuxième dimension. On voit que cette première dimension capture une bonne partie du qui 2 total. 68% c'est beaucoup. Et on pourrait, comme on l'a fait en analyse en composantes principales,
ne conserver que cette dimension et donc sacrifier environ 32% de l'information. Vous vous souvenez peut-être, dans l'analyse en composantes principales, on avait pour chaque variable calculé ce qu'on appelait les scores factoriels. Eh bien, c'est ce que nous avons dans les tableaux suivants. En ligne, les scores factoriels pour les modalités de la question 1 et en colonne, les scores factoriels pour les modalités de la question 2. Alors, les masses, on en a parlé déjà. On a expliqué que chaque masse était une probabilité marginale disant le pourcentage, la fréquence, la proportion des sujets COVID-19 ayant la modalité en question. Et donc, par exemple, ici, 31,8% des patients COVID ont reporté se sentir mal, 14,6% ont dit se sentir assez bien, etc. La première modalité de la question 1, je me sens mal, a deux scores, moins 0,822 sur la première dimension et moins 0,603 sur la deuxième dimension. Les scores factoriels de la modalité bien sont 0,85 sur la première variable principale et 0,071 sur la deuxième variable principale. Vous voyez que la modalité excellent a un score très élevé sur la première dimension, 1,469. Regardez les valeurs positives, 0,85 pour la modalité bien et 1,469 pour la modalité excellent. Les valeurs positives sont très élevées et on peut les mettre en contraste avec les valeurs négatives élevées. Vous avez les individus qui se sentent mal, moins 0,822, assez bien, moins 0,647 et passable, moins 0,33. Cette première dimension semble donc établir un contraste entre le fait de se sentir bien et celui d'avoir une santé plutôt moche, n'est-ce pas? Alors, nous avions les inerties des dimensions extraites. Si vous vous souvenez, 0,682 pour la première dimension et 0,322 pour la deuxième dimension. SPSS a aussi calculé l'inertie de chaque modalité pour chaque question, et c'est-à-dire les contributions à la mesure d'association, au Qui2, de chaque modalité pour les variables à l'étude. Pour la première question, on voit que de l'inertie totale égale à 1,004, la modalité de l'état de santé mal représente une part égale à 0,243, alors que passable a une inertie de 0,256, assez bien 0,055 et excellent 0,355. Et notez que l'état de santé excellent a la plus grande inertie parmi toutes les catégories de la question Q1. Et en pourcentage, l'état de santé mal contribue à l'inertie, à l'importance de la première dimension extraite, et cette contribution est évaluée à 0,26, en pourcentage 26%. L'état de santé passable participe à l'inertie de la première dimension à raison de 2,5%. Vous voyez comment l'état de santé excellent est très bien corrélé avec cette dimension. Cette modalité a une contribution de 50,2%, contre 7,4% pour assez bien et 13,9% pour bien. Pour la deuxième dimension, c'est 20,4% de contribution par l'état de santé mal, 74,2% par l'état de santé passable, 1,4% assez bien et 3,9% excellent. Et puis vous avez l'inverse. Cette fois, on regarde la contribution de la variable principale à la modalité. Et par exemple, la première dimension contribue à l'inertie de l'état de santé mal à raison de 73%, les 27% restants étant la contribution de la deuxième dimension à cette même modalité. Et on voit aussi que la première dimension a une contribution de 99,5% à l'inertie de la modalité bien. Elle a une contribution de 91,9% à l'inertie de la modalité assez bien. Elle a une contribution de 96,4% à l'inertie de la modalité excellent. Tandis que la deuxième dimension a une contribution de 27% à l'inertie de mal, 93,4% à l'inertie de passable, 0,5% à l'inertie de bien, 8,1% à l'inertie d'assez bien et 3,6% à l'inertie de la modalité excellent. Alors, ce tableau est pareil que le précédent. Il s'agit maintenant de raisonner sur les modalités de la question 2, la variable traitement, qui a 3 colonnes, Pfizer, Remdesivir et Ivermectin. Pour chacune, on a sa masse, comme on a vu. 44,4% des malades Covid ont reçu le vaccin Pfizer, 35,1% ayant reçu l'ivermectin et 20,5% le Remdesivir. Et vous avez les scores factoriels. Sans surprise, on voit que l'ivermectin a un score très élevé sur la première dimension et relativement faible sur la deuxième. Le vaccin Pfizer a un score de moins 0,8 sur la dimension 1 et moins 0,52 sur la dimension 2. Les inerties de chaque traitement ont aussi été affichées. Le vaccin Pfizer à lui seul permet de capturer une part de 0,303 dans l'inertie totale, dans la masse d'association totale sous-jacente au tableau de contingence ou à la base de données. Je ne m'attarderai pas sur les contributions, c'est exactement la même interprétation que pour les lignes.
Terminons cette analyse par une lecture, une appréciation de la cartographie des catégories des deux questions Q1 et Q2 dans le plan factoriel, dans le plan des dimensions extraites. Nous avons extrait deux dimensions, la première en abscisse, la deuxième en ordonnée, et les points sont les catégories ou les modalités. Quelles observations peut-on en tirer? Eh bien, j'en vois deux principales. La première, c'est que il semble y avoir trois regroupements, trois clusters, si on peut dire. Vous avez le traitement Remdesivir qui s'associe à l'état de santé passable. On peut déjà, avec cette cartographie, relever que ce traitement n'a pas une grande efficacité, n'est-ce pas? Puisqu'il est beaucoup plus associé à l'état de santé passable. Et puis, vous avez l'ivermectine qui forme un cluster avec les états de santé bien et excellents. Il apparaît clairement que ce traitement est efficace. Quant au vaccin Pfizer, il pose problème. En effet, il semble associé à la fois à deux états de santé contradictoires. Le fait de se sentir mal et le fait de se sentir assez bien. Alors, comment expliquer cette contradiction? Si on retourne au profil ligne-colonne, vous voyez que 87,5% de ceux qui ont reçu le vaccin Pfizer ont reporté, je cite, « je vais mal », alors que 72,7% ont dit se sentir assez bien. Alors, ces pourcentages sont assez élevés. Et si je reviens, c'est pour amplifier la contradiction. C'est pour bien montrer qu'il se passe quelque chose. Mon hypothèse, c'est que le vaccin Pfizer a une certaine efficacité, bien entendu, d'où sa proximité de l'état de santé assez bien. Or, le fait qu'il soit beaucoup trop proche du fait de se sentir mal quelques jours après avoir reçu ce vaccin témoigne non pas de l'inefficacité du vaccin, mais très probablement de ses effets secondaires, n'est-ce pas? C'est sans doute un traitement qui a un effet significatif sur la santé des malades Covid, mais qui vient avec ses risques, ses effets secondaires dont certains se manifestent à court terme et un nombre tel qu'il masque l'efficacité apparente de ce vaccin.